Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, je vais poursuivre ma rétrospective Star Wars. Et comme j'ai fini de parler de la prélogie, je vais entamer la... Ah non, il y a du film entre la prélogie et la trilogie originale. Oui, il y a Solo, A Star Wars Story, mais c'est pas de lui dont je vais parler parce que j'en ai déjà fait une vidéo à sa sortie au cinéma l'an passé. Par contre, je vais bel et bien causer de Rogue One, A Star Wars Story, lui aussi s'appelle comme ça, réalisé par Gareth Edwards et sorti en 2016. Au casting de ce film, on retrouve Felicity Jones dans le rôle principal de Jyn Erso, Diego Luna, Donnie Yen, Ben Mendelsohn dans le rôle du méchant, et quelques apparitions de Forest Whitaker ou encore Mads Mikkelsen. Voilà, ce n'est quand même pas n'importe qui. Ah oui, notez aussi la voix d'Alan Tudyk pour le rôle du droïde principal, lui qui avait déjà prêté sa voix à un robot dans le film iRobot. Voilà. Et ce film se déroule donc juste avant l'épisode 4, clairement. D'ailleurs, il se conclut avec presque le début de l'épisode 4. Oui, ceci pour rappeler une nouvelle fois à ceux qui tombent sur cette vidéo que dans ma rétrospective Star Wars, je spoil, que ce soit la saga ou même le film en question. Je ne vais pas faire de balise spoiler, etc. etc. Et donc, l'histoire commence avec un flashback. Alors, du coup, il commence pas juste avant l'épisode 4, mais quelques années avant, où on voit un père de famille qui voit sa femme assassinée et sa fille devoir se cacher dans une grotte parce qu'il est kidnappé, on va dire ça comme ça, par l'Empire afin d'aider à la construction d'une arme machiavéliquement destructrice. Et oui, l'étoile noire, parce que ce film se concentre sur les origines de l'étoile noire et on va dire après, pour faire un résumé global, le combat des rebelles, de l'Alliance rebelle, donc qu'on connaît très bien dans la trilogie originale, afin d'obtenir les plans de cette étoile et l'empêcher de nuire, parce que cette étoile, elle peut détruire des planètes. Voilà, Planet Killer. Et c'est pas sympa, hein, on se rappellera de ce qui se passera justement dans la trilogie originale. Et donc on va suivre cette jeune fille qui, devenue plus âgée, emprisonnée, tout ça, se fait un beau jour libérée par les rebelles. Donc cette fille s'appelle Jyn Erso. Et pourquoi on la libère? Parce qu'on sait que c'est son père qui a construit l'étoile noire. Ils essayent de se servir d'elle en fait pour rentrer en contact avec son père, mais le plan étant de le tuer, alors qu'elle, elle aimerait juste qu'on le sauve, etc. Et donc va devoir, on peut dire, se mettre en place une cohabitation pas forcément évidente entre les rebelles et une fille qui l'est, mais pour elle, elle n'a pas forcément d'ailleurs d'ambition, enfin d'idée politique particulière. Elle pense que pour elle, l'Alliance et les rebelles sont presque aussi mauvais que l'Empire parce que elle a souffert à cause des rebelles, elle le dit à un moment, et l'Empire, tant qu'elle regarde pas vraiment la vérité en face, elle s'en fout un peu. Et en fait, ce film va être est très intéressant parce qu'il offre un double build-up. Déjà, le build-up narratif de l'action, donc autour de cette mission pour essayer d'arrêter l'étoile noire ou de la détruire, etc. Mais aussi la naissance d'une certaine conscience de ce personnage-là qui a souffert de la perte de son père et de sa mère, qui a dû se débrouiller toute seule et est devenue une sorte de gangster, plus ou moins, enfin bon, bref, voilà. Et elle va, du coup, peu à peu, en avançant dans le film, comprendre que l'action des rebelles contre l'Empire est celle qu'elle doit mener. Voilà. Et c'est un très bon film, tout simplement. Voilà. Tout ça pour arriver à dire ça. C'est un très bon film que j'ai vraiment encore plus apprécié au second visionnage. Et je le dis, oui, c'est meilleur que tous les films de la prélogie. Alors là aussi, c'est difficile à classer. Je ne vais pas faire un classement Star Wars, du moins pas là, d'autant plus j'ai pas encore revu les autres, hein, voilà. Mais même si la prélogie, j'en garde un souvenir qui est dans mon cœur, même avec ses défauts, parce que je l'ai découvert à l'époque, je l'ai revu plusieurs fois, machin, et intrinsèquement et subjectivement, ce Rogue One est meilleur, mieux fait, mieux réalisé déjà, parce que voilà, Gareth Edwards, il propose une vision, il a une mise en scène à lui, il dirige ses acteurs, les acteurs sont vraiment bons, de bon à très bon d'ailleurs. Felicity Jones est assez incroyable dans ce rôle-là, donc de Jyn Erso, qui sera finalement la première femme forte importante de Star Wars. Bon oui, il y a Princesse Leia aussi, mais avant Rey en tout cas, de la postlogie. Très bien mené donc, et puis ce qui est intéressant donc, c'est qu'il y a aussi une histoire qui est intéressante. Alors, oui, il y a beaucoup de stéréotypes, et en soi, voilà, il y a des choses à redire éventuellement, mais moi j'aime beaucoup ce build-up là. Et c'est pas écrit avec les pieds, tout simplement. Et puis, il y a des personnages qui sont assez riches, pas forcément très développés en profondeur, non, avec quelques stéréotypes, oui, mais on s'attache à eux.
Et il n'y a pas que l'héroïne, le leader des rebelles, on s'attend à ce qu'il pourrait y avoir un love interest entre les deux et tout, mais pas tant que ça finalement. Il y a aussi ces personnages rencontrés sur la route, sur la planète Jeddah, je crois, de mémoire, parce que c'est pas évident là de retenir tous les noms. Bref, la planète où il se passe pas mal de trucs, oui, c'est ça, Jeddah, où ils vont rencontrer par exemple un guerrier aveugle qui croit en la force et qui utilise même la force pour, malgré le fait qu'il ne voit pas, se déplacer. C'est un expert en arts martiaux. Il y a son pote qui est sur la même planète, donc qui lui ne croit pas. On a ici la dichotomie entre les believers, les croyants, et les non-believers, les non-croyants. Et voilà, il y a toute une dimension là-dessus qui donne une image, voilà, on va dire un petit cachet symbolique supplémentaire à donc ce concept de la force, là où la prélogie l'avait scientificisé, enfin bref, l'avait rendu scientifique, là il y a un aspect beaucoup plus religieux. Peut-être un poil trop, mais c'est comme si en fait Gareth Edwards ici et les scénaristes qui ont bossé sur le film voulaient un petit peu faire oublier ce côté trop terre à terre que George Lucas avait voulu mettre dans la prélogie. Je ne sais pas, mais en tout cas ça fait bizarre quand même avec le recul. Et donc ce personnage-là est important, il y a le pilote aussi de l'Empire qui est emprisonné, qui finalement après va devenir le pilote de ces rebelles-là et se racheter une conscience. Et puis bah, il y a la relation père et fille forcément, avec l'héroïne principale et le père joué par Mads Mikkelsen, qui n'a pas beaucoup de temps d'antenne, entre guillemets, bref, pas beaucoup d'apparitions dans le film, mais qui est très bon dans ce rôle-là, un petit peu à contre-emploi d'ailleurs. Et voilà, il y a des belles relations qui se mettent en place, et surtout le film prend son temps à pour nous faire voyager, et il se passe beaucoup de trucs, on voit beaucoup de monde, donc on voit Jeddah, on voit la planète Idou à un moment, il y a Yavin 4 évidemment, la base des rebelles, ah forcément ça fait de la nostalgie quand tu penses à la trilogie, mais bon ce film est fait pour les fans de la trilogie aussi. Et puis, voilà, pas mal de choses. Forcément, il y a un peu de fanservice aussi. Il y a du caméo de C3PO et R2D2 à un moment. Ok, d'accord. Mais il y a surtout Dark Vador, et en plus le grand Moff Tarkin qui apparaît rajeuni numériquement, et même Princesse Leia à la fin qui apparaît rajeuni numériquement. C'est un peu plus mal fait que Tarkin. Bon, c'était les balbutiements de la technique, je vais pas juger ça. Mais c'est vrai que bon, ça pique un peu pour Princesse Leia quand même. Mais voilà, ouais, beaucoup de trucs. Et puis Dark Vador, bah ouais, bon, vous allez dire, oh, il sert pas à grand chose. Ben, quelque part, oui et non, vu ce qui se fait dans la dernière scène, où forcément t'as le cœur qui bat très fort quand on le voit avec son sabre laser rouge et tout, essayer de récupérer les plans de l'étoile noire. Il échoue en plus, mais on sent que, en tout cas, il a la force, mais la force du côté obscur avec lui. Voilà. Bref, c'est un film qui a ces richesses-là, et moi j'ai bien aimé. Voilà, et puis qui prend des risques. Parce que oui, c'est un film qui prend des risques. Ce n'est pas une... c'est pas un feel-good movie, enfin c'est un space opéra, ouais, mais qui, on le sait très vite, et on le sent très vite, va mal se finir. Mais en se finissant mal, bah, il apporte l'espoir à la rébellion, et donc le nouvel espoir qui suivra dans l'épisode 4. Car voilà, j'ai dit que j'allais spoiler, je spoil. Dans le dernier acte, enfin bon, il y a tout le build-up avant qui est vraiment bien. Le dernier acte, c'est en mode guerre, hein, voilà, c'est un film de guerre sur la fin. Un peu long, parce que moi je suis pas un grand fan des films où il y a beaucoup de combats et tout, là, ouais, enfin de combats armés en tout cas. Et c'est vrai que là, ça, ouais, bon voilà, il fallait bien... ok, alors attention, il y a du budget, il y a du CGI, c'est vraiment crédible, c'est super bien fichu. Ça dure un poil longtemps, mais en même temps, oui, il y a de l'hommage et de l'inspiration de films de guerre. Il y a clairement quelques apports ici tirés... Bah, ça rappelle de la guerre du Vietnam, tout simplement, ou un peu la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement sur la plage Omaha Beach. Il y a plein de trucs comme ça, donc oui, ça doit plaire aux puristes et aux historiens. Et puis donc ce dernier acte, disais-je, on sent très vite que ça va mal se finir pour nos personnages. En effet, ils vont tous se sacrifier l'un après l'autre pour mettre à bien, pour s'assurer que la mission arrive à son terme. Et c'est voilà, chacun avec son sacrifice, avec son cœur, l'un qui va croire en la force jusqu'au bout, son pote qui va finir par croire en la force quand il va mourir et qui va aussi se sacrifier derrière, le pilote rebelle, et puis bien sûr nos deux héros qui, dans un dernier effort ultime, savent que de toute façon c'était fichu, ils envoient les plans, et puis après bah, l'étoile noire vise alors c'est quoi la planète, je sais plus comment elle s'appelle, bref, la planète finale là. Ah, j'ai toujours des problèmes avec les noms des planètes et autres dans Star Wars, mais bon, ah oui, Scarif, bref, l'étoile noire vise la base de Scarif, où se retrouve le grand méchant du film joué par Ben Mendelsohn,
Et bon, bah, ils vont crever, mais ils sont heureux, voilà, parce que dans un halo de lumière, ils se font emporter par l'explosion, mais ils sont contents d'avoir pu transmettre le dernier espoir, enfin un nouvel espoir à la rébellion. Et ça, je trouve ça beau. Alors c'est prise de risque quand même, parce qu'on fait crever tous les personnages auxquels on s'est quand même attaché pendant 2 heures. C'est pas anodin, mais ça fonctionne bien, et c'est plutôt bien fait, je trouve, même si c'est pas mal de grands sabots, voilà, là-dessus, forcément, pas forcément la plus grande des subtilités non plus. Et puis voilà, je finirai par pas forcément un petit bémol, mais c'était pas obligé de le mettre là, mais c'est là quand même, l'humour dans le film, qui passe pas forcément mal en soi. Il y a le droïde donc qui s'appelle K2, K machin, je sais pas quoi, bon bref on va l'appeler K250, K2SO pardon, j'ai du mal à lire les S et les 5 là, sur Wikipédia, peut-être avoir besoin de lunettes 2 vu moi bientôt, bon bref, n'importe quoi. Donc bref, ce droïde qui est sarcastique et pessimiste. Alors, finalement, on s'attache à lui aussi, d'ailleurs, lui aussi se sacrifie, mais il y a des moments où on se dit, ouais, bon, c'était pas la peine. Et puis le gardien aveugle, hyper épique et tout, à force et tout, à un moment, on lui met une réplique comic relief qui n'avait pas besoin d'être là, mais qui, je l'avoue, est un peu drôle. Voilà, il est aveugle, on lui met un sac sur la tête quand on l'emmène, etc. Et, et il dit, mais are you kidding me? I'm blind. Et oui, forcément. Puis il y a le personnage joué par Forest Whitaker, j'en ai pas parlé, qui s'appelle So, je sais plus quoi, qui aurait mérité d'être plus dans l'approfondissement, mais bon, c'est marrant parce que c'est un personnage qui sert à faire quelques clins d'œil. À un moment, il sort, parce qu'il a du mal à respirer, parce qu'il a fait la guerre des clones d'ailleurs, et il sort un truc et il respire, et à un moment, il y a même une petite musique derrière, il dit, ah, tiens, ça vous rappelle pas Dark Vador? Pourquoi pas? Et à un moment, il dit It's a trap qui rappellera ce qu'il y aura dans la trilogie originale. Ouais, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, au-delà des caméos, qui sont plus ou moins adroits, mais bon, faut s'amuser à les repérer. Je vais pas faire la liste là, mais j'en ai repéré 3-4 comme ça. C'était plutôt amusant. Mais bon, oui, au-delà de tout ça, au-delà du pseudo potentiel fan service, un tout petit peu de l'humour qui aurait pu s'en passer, quelques personnages forcément qui se sacrifient ou qui disparaissent plus vite que d'autres, donc comme celui de Forest Whitaker, le film est quand même très bon. Et voilà, c'était un plaisir de le revoir. Bref, j'ai été, je pense, suffisamment complet sur ce Rogue One qui m'a bien fait voyager, qui m'a fait un vrai plaisir, voilà. Et ben, on se retrouvera pour la prochaine vidéo Star Wars avec un nouvel espoir, l'épisode 4. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour probablement d'autres vidéos. Ciao.